Si vous voulez bien, on va démarrer ce conseil communautaire qui a un certain nombre de rapports à l'ordre du jour. En préambule, je voulais saluer bien sûr les internautes, Madame Thies qui est du Républicain Lorrain, qui nous accompagne ce soir. Soyez la bienvenue, Madame. Au niveau du protocole sanitaire, il est inchangé. Gardez votre masque durant la séance si vous le pouvez. Donc pour ce soir, c'est sûrement notre dernier soir au casino et je remercie une fois de plus Bernard Zéner et la commune de Cattenom de nous accueillir. Le préfet de Moselle sait que cette réunion se tient ici ce soir, donc tout est fait dans les clous. Je voulais évoquer avec vous et revenir avec vous sur quelques nouvelles d'actualité. Alors tout d'abord, sachez que et la commission mobilité et Roland et moi-même continuons à travailler sur cette thématique et dans ce cadre, j'ai été rencontrer le ministre Bauche, ministre des Transports au Luxembourg, jeudi 23 septembre. Je vous dirai ce soir que la réunion s'est bien passée. Elle s'est bien passée, et notamment pour, dans un premier temps, l'avenir de notre P+R. Je ne vous en dirai pas plus parce que je suis un vieil élu et je suis un peu comme saint Thomas. Je crois aux choses que quand je les vois. Donc je pense que normalement, rapidement, je devrais revenir vers vous tous et on pourra communiquer ensemble avec nos habitants parce que de nouvelles dispositions devraient être prises sur ce P+R. Sachez également que nous allons recevoir, alors je vais regarder comment associer le plus grand nombre d'entre nous et sous quelle forme. Ça sera peut-être juste les maires, je ne sais pas. En tous les cas, on va y réfléchir, parce qu'il faut toujours faire attention encore à cette notion de protocole. Et donc la date par contre est calée, c'est le 3/11/2021. On va recevoir, la communauté de communes va recevoir Madame l'ambassadrice Claire Linière-Counat, qui est ambassadrice de France au Luxembourg. Donc elle va passer à peu près 4 ou 5 heures sur notre territoire et nous allons voir avec elle et pouvoir échanger avec elle sur différents sujets qui nous tiennent à cœur. Je vous rappelle également que normalement le 30/10 est prévu l'inauguration du sentier ligne Maginot. Et comme une semaine, quand elle démarre bien, elle se termine bien. Donc après la réunion avec le ministre des Transports luxembourgeois, vendredi s'est tenue la CDCI. Vous savez, la fameuse commission réunie par le préfet. Et donc cette commission a donné un avis favorable à l'arrivée de Cons et de Haute-Cons. Voilà, donc là aussi nous sommes dans l'attente de l'arrêté du préfet. Il devrait intervenir de façon à ce que ces deux communes puissent nous rejoindre au 1er janvier 2022. Donc là aussi, c'est un dossier de 3 ans en arrière qui va enfin aboutir. L'intérêt général a prévalu et a été reconnu. Voilà, en tous les cas, ne soyez pas étonnés, j'ai demandé au service de tout doucement prendre contact avec ces communes de manière à préparer leur arrivée, l'arrivée de leurs habitants. Marie-Marthe, je crois que je t'avais mis en copie d'un mail aujourd'hui. Bien sûr, il va falloir qu'on commence à réfléchir sur les conteneurs des ordures ménagères, etc., etc.
Je vais également les inviter lors de notre débat d'orientation budgétaire et du vote de notre budget. Et je vous invite dans vos commissions respectives d'inclure déjà l'arrivée de ces deux communes de manière à ce que les projections 2022, qu'elles se sentent les bienvenues, ce qui était le cas et le cas de notre démarche dès le départ. Je tenais également à vous informer d'une formation qui va avoir lieu concernant le pouvoir de police administrative. Alors ça va être un samedi matin, comme les autres formations qui ont eu lieu sur les thématiques finances SIAU. Et puis dernière information, le partenariat avec OSD, donc l'orchestre, démarre, je crois de mémoire, le 4/10 avec Diverticlass. C'est bien ça, David? Voilà, donc un ensemble de choses commence à voir le jour. Sachez également que mi-novembre, je réunirai la commission Citadelle afin de pouvoir vous faire un retour sur un échange qui a eu lieu avec notre collègue Olivier Corman et sur une réflexion globale. Et Olivier, de son côté, doit encore aller chercher quelques réponses à quelques questions. Et dès qu'on les a, je regarderai pour réunir à nouveau cette commission, pour que ce projet-là aussi avance. Vous avez eu le loisir, dans le cadre de la préparation de ce conseil communautaire, de vous pencher sur le compte-rendu de la commission des comptes, de la Cour des comptes. Alors, nous en parlerons ensemble. Nous avons également comme thématique et sujet différentes choses, comme le schéma de mutualisation, comme des réflexions sur l'avenir du SIAU et sur son mode par rapport aux remarques de la Cour des comptes. Mais je crois qu'il sera important aussi que là vous exprimez si besoin en était. En tous les cas, je ne peux que vous encourager à le faire. Voilà, je profite également de la presse pour revenir sur des choses que j'avais évoquées rapidement la dernière fois. Aujourd'hui, on est toujours en difficulté et ce matin, un habitant de Étanges a évoqué l'arrivée de caravanes vers la route de Zougon, puis les caravanes qui repartaient. Oui, Roland. Non, vas-y. Et donc, voilà, ce problème des gens du voyage qu'on a évoqué rapidement la dernière fois n'est pas terminé. Ce problème des gens du voyage continue. Et là, il sera quand même important à un moment donné que l'État prenne ses responsabilités. Responsabilités de façon à ce que les forces de l'ordre interviennent rapidement, parce que c'est toujours désagréable pour le maire d'une commune, quelle que soit cette commune, d'avoir un endroit public qui est squatté par ces gens. Alors c'est pas le fait qu'ils squattent, c'est le fait qu'à un moment donné, quand ils repartent, tout est sale, qu'ils consomment de l'eau et des fois, elle n'est pas payée, que les ordures ménagères, on en retrouve une certaine quantité, et sans que la collectivité ou sans que les collectivités soient indemnisées. Donc là, vraiment, je ne peux que vous encourager à ce qu'ensemble, on se positionne d'une manière forte pour être sûr que l'État intervienne rapidement. Roland, tu voulais intervenir sur cette thématique? Monsieur le Président, chers collègues, oui, j'avais prévu dans les points divers, mais ça va durer 1 minute 30, 2 minutes, puisqu'il y a eu des événements dans la journée. Et effectivement, merci de souligner ce nouveau problème qui apparaît sur le territoire. Je vais commencer par la bonne nouvelle. Je remercie l'autorité préfectorale qui rapidement a répondu à mon attente et à ma demande
en me délivrant à 17 h un arrêté d'invitation à partir. Vous savez qu'en France, on fait attention aux mots, on ne fait pas un arrêté d'expulsion, on invite à partir. Normalement, on invite pour recevoir, mais nous, on invite à partir. Je crois que le sujet est quand même crucial, donc je remercie l'autorité préfectorale parce que quand je dois faire preuve de véhémence et de détermination, je le fais, mais j'en ai marre. J'en ai marre de me battre, mais je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul parce qu'il est trop facile aussi de pouvoir être passif quand on n'est pas touché, en se disant tiens, ils sont chez le voisin, et chez le voisin ils sont bien, et nous on sourit un peu. Or, sur notre territoire, il y a 7 communes qui ont été touchées depuis des années. Il y a eu bien évidemment Étanges-Gronde, il y a eu Volmont-Ange-les-Mines, il y a eu Roussy-le-Village, il y a eu dernièrement Rodemack, il y a eu Putelange-les-Thionville. Vous voyez que c'est tout le maillage d'un territoire qui est impacté. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, simplement, les indications que les gens du voyage peuvent avoir pour s'implanter, ils les ont au travers de points GPS et ils ne se trompent pas. Ils ne se trompent pas. Mais pourquoi je suis un peu plus autorisé à m'exprimer sur ce sujet, c'est que ce qui m'interpelle, c'est que Étanges-Gronde est en règle avec la loi Besson, Étanges-Gronde est en règle avec les lois qui ont suivi, dont celle de 2018, qui étendait le registre et le pouvoir des élus. Puisque aujourd'hui, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas que les communes de plus de 5000 habitants qui sont dans l'obligation ou qui sont invitées à avoir une aire de stationnement pour des gens du voyage. Aujourd'hui, cette compétence a été délivrée à l'intercommunalité. Le pouvoir de police appartient au maire. Mais si le pouvoir de police n'est pas respecté, effectivement, vous êtes victime comme moi dimanche d'un stationnement illicite avec 52 caravanes, 97 voitures. Et puis ils n'étaient pas mauvais ceux-là. Ils ne sont pas mauvais, ils ne sont pas partis encore. Ils ont promis de venir me voir demain matin très tôt en mairie, puisqu'on leur a donné connaissance de l'arrêté. Je sais recevoir aussi. Ils n'auront pas les croissants. Non, c'est pour vous dire que quand même, l'État, Monsieur le Président, et vous avez raison de le dire, moi je me pose des questions, on se pose souvent des questions sur différents sujets, centres de vaccination, établissements scolaires, pouvoir de police en termes de police, en termes de sécurité, en termes de gens du voyage. Aujourd'hui, moi j'ai la chance, encore j'ai des services, mais je me mets d'autres communes dans notre belle agglomération, dans notre belle intercommunalité, il ferait quoi devant ? Il ferait quoi ? Et puis, vous flirtez toujours quand même avec le risque et le danger. Alors, comme on a une certaine expérience, on le gère, mais vous n'êtes à l'abri de rien. Aujourd'hui, je suis content, ouais. Je verrai demain si véritablement ils vont partir. Et ce qui m'interpelle, et peut-être que c'est là la réflexion, parce que ce qui s'est passé à Rodemack n'est pas le plus réjouissant. Le site est préservé, c'est l'un des plus beaux villages de France. Ils venaient de partir d'Étanges-Gronde. J'étais le jour-là très peiné pour le collègue de Rodemack, parce que j'avais rien gagné en fait dans cette affaire. Je pense que sur le territoire, si les autres ne bougent pas, puisque les métropoles et les grandes agglomérations doivent être concernées en premier lieu. Il faut avoir le courage de le dire, on peut faire du blabla comme on veut quand on est président d'une intercommunalité voisine à Porte-de-France ou au Val-de-Fench, et on peut nous rouler dans la farine pendant des années, mais si on ne prend pas les dispositions, automatiquement, ce problème va être récurrent et le plus souvent possible, et on va en hériter sur notre territoire. Vous parlez des gens du voyage, j'en parlerai des heures, parce qu'il faut savoir que les gens du voyage impactent 7 pays en Europe. De l'Italie à la Grande-Bretagne, etc. L'endroit où c'est le plus présent, c'est en Grande-Bretagne. Je m'aperçois aussi que dans tous ces pays, le problème a été quand même beaucoup mieux canalisé, beaucoup mieux géré. Chez nous, on n'y arrive pas. Vous avez le droit de prendre votre voiture le matin pour aller travailler, vous avez le droit de rouler, mais si vous loupez à un feu rouge, effectivement, tout de suite, vous serez puni. Et avec une perte de points. Vous faites un mauvais stationnement si vous allez à Thionville ou dans une autre commune, vous serez verbalisé pour un stationnement dangereux. Vous avez un stationnement illicite avec 52 caravanes, 97 voitures, et en fin de compte, rien. Rien. Honnêtement,
la place de l'État, on la recherche. C'est pas comme ça qu'on encourage à être plus respectueux et rigoureux. J'en terminerai là parce que monsieur le Président Michel, on en a souvent parlé, on en a parlé avec Olivier Cormoine, on en a parlé avec Joseph Gamon quand c'était à Puclange. Il y a un point aussi que je ne veux pas enlever. Ne nous faisons pas passer pour ce que nous ne sommes pas. Le problème humain, on en parle, ce sont des hommes, des femmes, des familles qui pour la plupart ont une carte d'identité française, qui font des activités avec des enregistrements, chambre du commerce, itinérants, etc. Mais on ne doit pas tout subir, pas à notre époque. Et c'est pas possible aujourd'hui de devoir arriver comme ça, d'être inerte par rapport à une population qui immédiatement vous saisit, parce que ça se passe comme ça toute une journée du dimanche. Voilà, moi c'est pas un point de morale, c'est pas un point que de défense de ma commune, c'est un point de défense d'un territoire, c'est un point qui prolonge celui du président Michel Paquet, parce que je pense que vous n'êtes pas à l'abri. Je vous regarde, vous, dans vos petites communes, plus petites que la nôtre, vous n'êtes plus à l'abri. Et vous pouvez hériter de cela à Gavis, vous pouvez avoir cela à Péronne ou ailleurs, et je crois que ça se passe à Étanges, je remets le point. À quoi sert-il de se mettre en règle avec la loi Besson, qui est la plus connue de juillet 2000, si derrière l'État ne vous suit pas? Ça vous décourage. Voilà ce que je voulais dire. Merci de m'avoir donné la parole sur le sujet. J'ai pas de recette miracle, mais je fais le trait entre l'action, l'arrivée, et puis je n'oublie pas le caractère même de l'humanisme. L'humanisme va jusque ce matin quand même, où nous avons enregistré 7 enfants dans les écoles d'Étanges. Comme ça, on arrive, voilà, il faut placer. Les mesures sanitaires, je ne vous en parle pas. Merci. Oui, merci Roland de ce témoignage, mais certes, on est dans les clous sur le territoire au niveau de l'air, mais par contre, tout le Nord-Moselle n'est pas en règle sur l'aire de grand passage. Et ça, chacun et chacune d'entre vous, à l'approche de ces élections présidentielles et législatives, n'hésitez pas à remettre ça dans la balance. Il faut que l'État fasse faire cette aire de grand passage. Tant que nous n'aurons pas réglé ce problème, des quantités de caravanes de ce type-là vont continuer à venir sur nos communes. Moi, je vous propose que j'écrive dans un premier temps, d'une manière officielle, un courrier au préfet pour le saisir et lui redemander de mettre le dossier de l'aire de grand passage sur la table des EPCI du Nord-Moselle. Il faut qu'on sorte de là. L'État avait fait un schéma d'installation et de localisation de cette aire de grand passage. Aujourd'hui, c'est malheureusement pas suivi d'effet. Et je pense que sur ce dossier, et pourtant Dieu sait que l'État sait le faire par moment, mais sur ce dossier, l'État n'est pas assez ferme, à mon sens. Voilà, en tous les cas, ce que je voulais aussi rappeler sur cette thématique. Donc si vous en êtes d'accord, et différents autres points de l'ordre du jour nous permettront d'évoquer d'autres sujets. Si vous voulez bien, on peut démarrer ce conseil communautaire. On a le quorum, il nous faut désigner un ou une secrétaire de séance. Madame Déborah, vous acceptez? Merci beaucoup. Donc officiellement, ce conseil est ouvert. Donc je vous fais part des différentes procurations en ma possession. Monsieur Bauer Joseph a donné procuration à Monsieur Gameau. Madame Acker a donné procuration à Monsieur Zenner. Monsieur Gould a donné procuration à Madame Néniche. Madame Védig a donné procuration à Madame Contreras. Je n'ai pas d'autre procuration. Est-ce que quelqu'un d'autre est détenteur d'une procuration? Non. Donc si vous voulez bien, on va démarrer. Non,
fait. J'ai plus les dossiers dans l'ordre. C'est pas bien, ça. J'ai eu le malheur de confier mon dossier au DGS avant de partir au collège. Je retrouve mon dossier complètement en vrac. Non, alors, le point concerne l'approbation du compte-rendu de la séance du Conseil communautaire en date du 29 juin. Est-ce que vous avez des remarques sur ce point? Je vais tout retrouver. Pas de remarques? Merci. Le point 2, c'est le compte-rendu au Conseil communautaire des décisions que j'ai prises sur la période du 2 juin au 30 août. Est-ce que sur ce point, vous avez des questions? Pas de questions, je vous remercie. Le point 3 concerne des décisions que le bureau communautaire a pris le 8 juin. Sur ce point, avez-vous des questions? Pas de questions, je vous remercie. Le point 4, ça concerne des décisions du bureau communautaire du 6 juillet 2021. Avez-vous des questions? Pas de questions, je vous remercie. Le point 5 concerne le règlement intérieur de la communauté de communes de Cattenom et environ. Je suis content, j'ai retrouvé le fil de mes pages. Donc, pourquoi ce règlement ce soir est nouveau à votre suffrage? Parce qu'on l'a modifié, on a à la fois supprimé un article, l'article 22, qui évoquait un certain nombre d'heures sup lors de déplacements d'agents, et on a rajouté un point qui concerne la réserve militaire ou autre dans ce domaine. Voilà, parce qu'on a été sollicité par différents agents sur cette thématique. Est-ce que quelqu'un a des questions sur ce règlement? Pas de questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 6 concerne le rapport sur l'égalité professionnelle femmes-hommes pour l'année 2020. Donc vous aviez tous ce rapport à disposition. Vous avez pu le consulter. Sachez également que le comité technique s'est réuni le 18 août et le bureau communautaire le 14 septembre. Si vous n'avez pas de questions, ce n'est pas un vote, c'est un don d'acte. Je vous remercie. Le point 7 concerne un rapport sur l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc là aussi, vous aviez ce rapport en amont. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Je vous remercie. Le point 8 concerne le rapport social unique année 2020. Vous aviez également ce rapport. Avez-vous des questions? Pas de questions, merci. Le point 9 concerne le rapport annuel d'activité 2020 de la communauté de communes de Cattenom et environ. Donc on vous a envoyé un document qui reprenait un peu toutes les activités qui ont eu lieu en 2020. Je rappelle, année Covid, vous aviez pu avoir à travers ce document, et je remercie, et à la fois j'en profite pour saluer la présence de l'ensemble des services, et je remercie les services qui ont contribué, monsieur le DGS, à la réalisation de ce rapport. Si vous n'avez pas de questions, eh bien, merci, et on en prend acte. Alors, le point 10 concerne le schéma de mutualisation.
Donc dedans, on a modifié, on a rajouté quelques remarques, notamment, remarques qu'on verra dans le point suivant, certaines remarques qui ont été faites par la Cour des comptes. On a intégré le SIAU avec la discussion qu'on devra avoir sur demain, s'il doit devenir payant, pas payant, et voir comment on devra avancer là-dessus. On a rajouté certaines choses qui existaient, mais du coup ont été rappelées par la Cour des comptes, mais qu'on a formalisées. Je pense à la maîtrise d'ouvrage délégué, au service d'achat de commande publique, et un peu tout ce qui est fait au niveau voirie. De la même manière, on a rajouté dedans la notion de répartition au niveau du SCOT de quotas dans ce rapport. Voilà, pour coller un peu plus aux remarques de la Cour des comptes. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Oui. Déjà, le tableau qui... Il faudrait peut-être un micro, ou je sais pas. Ah oui, enlève ton masque. Déjà, le tableau qui est dedans, en fait, après, pour ce qui concerne le comité opérateur, il y a des erreurs sur les emplois. Donc, je vous donnerai le tableau pour corriger. Et puis, j'ai quelques questions concernant effectivement les projets de mutualisation, les notions de transfert, la mise en commun des personnels, la mise en moyen des moyens qui est évoquée. C'est une notion que nous, pour l'instant, on ne connaît pas. Mais quand on lit effectivement le rapport, il est quand même précisé que dans le cadre de cette mutualisation, il peut être demandé à ce que les moyens humains, justement le personnel des communes, puissent demain venir travailler pour la communauté. C'est-à-dire Si vous lisez bien ce qui est écrit, il y a en fait, comme on veut mutualiser, on veut rationaliser le nombre d'heures et que ça colle par rapport à un budget, on peut demain demander à le personnel qui travaille aujourd'hui pour les communes de venir travailler à la communauté. Ça, c'est bien écrit noir sur blanc dans ce rapport. Donc, c'est des notions que moi, j'avais encore jamais vues. Donc, je pense que c'est un projet. Olivier, vous avez matière à réponse. Oui. Bon, ce qui figure dans ce schéma de mutualisation, c'est d'une part une première partie qui précise les objectifs de la mutualisation en général. Donc une partie générique sur la conception de la mutualisation, les différentes formes juridiques qu'elle peut prendre, la mutualisation de moyens, la mutualisation de personnel, etc. On est sur quelque chose de purement général. Ensuite, on affine et le prisme se déroule où on arrive sur l'adaptation communautaire de la mutualisation qui est déclinée au travers d'un plan d'action qui est décliné en 9 points. Ce sont des points qui avaient été identifiés lors du premier schéma de mutualisation, qui avait été de mémoire travaillé et voté en 2015, et qui a été amendé au fur et à mesure par les différentes interrogations que les élus ont pu avoir, notamment au travers d'un service commun mutualisé pour la paye et les ressources humaines. C'était une réflexion qui avait été menée en Assemblée des maires. Autre réflexion, la police intercommunale. Autre réflexion, groupement de commandes mutualisés pour des achats en commun, type le papier, type les contrats d'entretien, des extincteurs, des chaufferies, etc., etc. Voilà ce que je peux vous apporter comme complément. Si je peux me permettre, en fait, si je prends les fiches de projet de mutualisation, comme elles sont écrites, il y a quand même des notions qui parlent de mise à disposition de plein droit des agents, accord non requis, effectués sans limitation de durée à titre individuel. Les agents demeurent statutaires employés par la commune et continuent de percevoir leur rémunération par l'autorité de nomination, conservent leur déroulé de carrière et l'ensemble des droits d'un mandat. Pendant leur mise à disposition, les agents sont placés pour l'exercice de leurs fonctions sous l'autorité fonctionnelle de l'exécutif d'accueil, transfert, autorité hiérarchique.
toutefois relève toujours de la compétence de l'employeur d'origine, donc des communes. Et il précise aussi que les différents transferts de compétences n'ont pas été accompagnés de transferts de personnel administratif et technique. Les effectifs de la communauté de communes sont donc dimensionnés, alors même que les commissions confiées aux agents communaux sont diminuées. Il paraît nécessaire de régulariser la situation. Par ailleurs, la communauté de communes met à disposition du matériel. En fait, tout ça, c'est quand même très très clair, très bien détaillé. C'est la définition juridique de la mise à disposition de personnel, effectivement. Pour lesquels on travaille. En cas, oui, de transfert avéré de compétences. Oui. Et notamment, pour chaque situation, on parle du SIAU. Effectivement, on parle de tous les transferts de compétences qui sont à venir, qui sont en étude. Mais à chaque fois, on a cette notion. Le SIAU n'est pas une compétence. Oui. Et on parle même des pays, des communes. Je voudrais dire que, étant nouvel élu, on est un peu surpris quand on arrive sur ça, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout connaissance, clairement. Et je dirais qu'il aurait été bon qu'on puisse nous rebriefer un minimum sur ces différents points-là, de manière à ce qu'on puisse comprendre la portée de chacun des deux. Je ne suis pas en train de projeter quelque chose qui... Oui, non, mais... Je lis exactement ce que le rapport, si je suis... Mais c'est le... Là, on est sur le... on est sur le projet de mutualisation, là. Hein. Modalité de mise en œuvre, urbanisme, instruction issue à partir du 1er janvier 2022, donc c'est demain, service payant pour toutes les communes, avec contrepartie financière pour les communes membres et pour les communes hors CCCE avec conventionnement de prestations onéreuses à l'acte. Bien sûr, mais... On parle de service payant pour les communes. Bien sûr. Mais parce que... Non, mais parce qu'aujourd'hui, ça, c'est une remarque de la Cour des comptes, et forcément, on doit en discuter demain. Aujourd'hui, il n'y a rien d'arrêté. On a déjà évoqué ça en réunion des maires. Ça a déjà été abordé. Là, aujourd'hui, c'est pas de voter ça, ça ne veut pas dire que le service SIAU, c'est payant. J'ai compris que c'était comme si, il y a un peu de travail, quelque chose qui est en train de se Ah ben, c'est une demande de la Cour des comptes. Et moi, je suis un peu surpris de lire. En fait, il y a déjà des sujets qui sont très avancés. En fait, on a déjà, il y a déjà des pré-décisions, puisque quand on donne des dates et qu'on dit que pour le 1er janvier 2022, service payant pour toutes les communes avec contrepartie financière, et c'est pareil pour tous les points, il y a des dates. Donc, en fait, c'est quelque chose qui, pour moi, est prévu pour une mise en place très proche. Oui, alors moi, je pense qu'il ne faut pas mélanger deux choses. Un, il y a ce rapport, il y a dedans des perspectives, et ces perspectives collent aux attentes de la Cour des comptes, et il y a ensuite, demain, le positionnement du Conseil communautaire qui va dire si on le fait ou si on ne le fait pas. Voilà, simplement, à un moment donné, et ce débat-là, on l'avait déjà eu, je me souviens d'une intervention de Denis Bord, parce que, quelque part, et Roland l'a rappelé, on a récupéré, si on prend le service d'instruction des permis de construire, c'est le plus simple. C'était un service que l'État faisait gratuitement par le passé. Donc, les mêmes agents de l'État, parce que quand l'État s'est désengagé de cette affaire-là, on a pris, entre guillemets, ce service. Et donc, comme le dit Olivier, ce n'est pas une compétence. On a instruit pour les maires, pour les communes. On n'a pas de PLUI ni rien. Ce n'est pas la communauté de communes aujourd'hui qui décide de ça. Donc, c'est un service qu'on rend aux maires. Et donc, les mêmes agents de l'État nous disent, mais maintenant, la communauté de communes doit faire payer aux maires. Et c'est dans le rapport de la Cour des comptes. Donc, dans le schéma de mutualisation, on a mis cette piste, mais forcément, on va devoir délibérer là-dessus. Ensuite, si le Conseil communautaire décide de ne pas suivre la demande de la Cour des comptes. Alors, je ne sais plus leurs remarques, mais ça, c'est le sujet d'après, parce qu'il y a différentes formes de remarques, il y a des rappels à la loi et autres. Donc si on ne suit pas et si on délibère dessus, il faudra qu'on l'explique, et quand la prochaine fois elle reviendra, on dira on a délibéré là-dessus, etc. De la même manière qu'à un moment donné, eux ne comprennent pas que l'enlèvement des ordures ménagères, c'est gratuit. Ils disent ce service doit être payant. Mais c'est pas pour ça
Alors peut-être si demain on change, mais là aussi c'est une réflexion qui va avoir lieu au sein de la commission. Mais si demain on change, c'est le conseil communautaire qui va statuer sur la chose. Mais en tous les cas, par rapport aux remarques de la Cour des comptes et dans le schéma de mutualisation, il fallait, et d'ailleurs une partie de ma réponse a été de dire, ok, on va mettre la réflexion sur le SIAU, et si on la met, ça sera au 1er janvier. Et tout ça a fait partie des éléments qu'on a redonnés à la Cour des comptes. Et la Cour des comptes a arrêté son rapport final en tenant compte de ça. Voilà. Mais il ne se passera rien tant que le Conseil communautaire ne le votera pas. Et donc l'approbation du schéma des communautés avant le 31 décembre de l'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux. Parce que le constructeur, en fait, ça j'ai déjà vu sur le dessus. Dans le page 5, dans le contexte, c'est le rapport établi par le président de l'intercommunauté relative à la mutualisation de services, une procédure de consultation à avis simple des conseils municipaux et une approbation du schéma en conseil communautaire avant le 31 décembre de l'année suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Ça veut dire que vous aurez déjà dessus, puisque finalement... Non, vous avez entièrement raison, il est passé au conseil communautaire en délibération l'année dernière, au conseil communautaire du mois d'octobre. Le schéma a une vocation à être appréhendé sur la durée du mandat. Il a été fait en 2015 pour le mandat jusque 2020. Le voici qui est revu, et chaque année, il est revoté, actualisé, et il repasse devant l'Assemblée. Et cette obligation était parfaitement respectée depuis 2015. C'est même pointé plus loin, lorsqu'on abordera le point sur le contrôle de la Chambre régionale des comptes. La Chambre mentionne bien que chaque année, le Conseil communautaire a satisfait à cette obligation réglementaire. On a parlé de la mutualisation tous les ans. Non, je sais, j'ai bien compris qu'on avait parlé, c'est pas vrai, j'en parlais non plus. Mais si peu, j'ai lu là-dedans des choses, des notions que je n'avais encore pas vues. Donc, est-ce que c'est effectivement des nouvelles notions pour qu'ils peuvent se mettre en règle par rapport aux remarques de la Cour des comptes et sur les... C'est exactement ça. Mais au niveau de la réunion des maires et tout ça, on l'avait déjà évoqué. On avait déjà évoqué, et je l'ai dit plusieurs fois en conseil communautaire et en préambule, que la Cour des comptes souhaitait que ce service devienne payant. Alors forcément, on va garder la main. Et la prochaine fois qu'ils reviendront, s'ils ne contrôlent pas ça, ils ne contrôlent pas ça, et ça sera passé de nouveau pour 5 ans à l'as, quoi. Mais moi, je me souviens, ces discussions-là, on les avait déjà eues, et Denis disait, c'est pas normal. On a récupéré un service, on avait un service gratuit de l'État, et maintenant, ils veulent qu'on paye. La maîtrise d'ouvrage délégué, c'est pareil. Il n'y a pas que le SIU, tous les en fait... Mais après, et c'est pour ça que moi, j'ai pas de problématique là-dessus. C'est qu'à un moment donné, et avant la fin de l'année, il va falloir qu'on évoque ça. Et on évoquera ça dans le cadre du DOP. Et ensuite, et en tous les cas, moi, c'est la position que je défendrai. Je dirais, ok, mettons un service payant. Et je défendrai ça. Et derrière, dans le pacte fiscal, rééquilibrons les choses. Voilà. Et comme ça, on collera à la loi. Et ça aura rien, en finalité, ça n'aura rien coûté à personne. Mais si la prochaine fois la Cour des comptes revient, on aura un service payant. Voilà. Donc il existe des solutions qui n'impacteront pas le budget des communes, et que je sais qui sont par endroits très tendus, hein, et dans ma commune en premier lieu. Donc voilà. Vous inquiétez pas, je suis maire comme vous, j'ai les mêmes soucis que vous au quotidien, et des solutions, il y en a. Seulement, pour coller à la loi, il faut qu'à un moment donné, ce point soit abordé. Et donc ce point sur le SIAU payant ou pas sera abordé au moment du débat d'orientation budgétaire. Un positionnement sera pris, et suivant l'impact que ça aura, eh ben on trouvera, ou on pourra trouver une solution. Mais après, faites le procès de l'État à un moment donné. Faites le procès de l'État. Non, mais parce que dans la presse ou ailleurs, j'en entends pas beaucoup dire ce qui se passe.
Non, mais enfin, le problème, il est aussi un peu là. Moi, je veux bien, je veux bien tout. Aujourd'hui, avec la suppression de la taxe d'habitation, vous avez tous les jours des reportages où des collectivités, pour s'en sortir, ont augmenté le foncier. Avec je ne sais plus quel bled, là, où ils l'ont augmenté de 958%. C'est passé sur TF1. Mais des leviers aujourd'hui, ça devient compliqué. Et tout ce qu'on nous demande, je veux dire, est de plus en plus compliqué. Il n'y a pas que le pognon, il y a ça touche aussi l'humain, et c'est aussi pour ça que je réagissais, parce qu'il y a des notions qui sont des notions de mutualisation de moyens de personnes qui peuvent changer demain les conditions de travail des gens qui travaillent dans nos communes, qui sont déjà des gens généralement, que je considère, parce que pour des raisons financières, sur des emplois précaires, parce qu'on a des postes à mi-temps, on n'a pas que des postes à plein temps, et que cette position-là, forcément, risque d'impacter demain des gens qui travaillent pour nous. Alors, bien sûr, on peut changer d'organisation, bien sûr, on peut prévoir de nouvelles organisations pour mutualiser, pour rationaliser les choses, mais moi je pense qu'il faut ne pas oublier derrière ces situations des petites communes qui se trouvent aussi avec des moyens très limités, et je parle de moyens humains, pas Oui. de moyens financiers. Écoute, moi, ça fait quelqu'un que je cherche quelqu'un pour les finances depuis 9 mois. Voilà. Donc ce que tu vis, je le vis. Quand tu me parles de quelque chose, contrairement aux députés En Marche ou autres, je te comprends. Oui, non, mais je m'en doute. Et tu as raison, et ça peut éclaircir le positionnement de... On a beaucoup de nouveaux élus dans la salle, et quand Philippe intervient, moi, je comprends tout ça. Mais à un moment donné, il faut qu'on se pose les questions, il faut qu'on apporte des réponses. Ce que je vous dis, les mêmes qui faisaient ça gratuitement viennent aujourd'hui et nous pointent du doigt en disant ça ne doit pas être gratuit. Tous les techniciens qui viennent dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage déléguée, pour eux, c'est pas normal. Ils devraient être payés. Parce que ce service-là, il doit être payant. Alors, juste pour te rassurer sur une chose, aujourd'hui, on a toujours veillé, et le cas ne s'est pas produit, de prendre une compétence qui était exercée par les communes. Quasi, à ma connaissance, il n'y en a pas. Mais demain, la question va se poser. Demain, quand on va venir sur l'eau, aujourd'hui, il y a des syndicats des eaux qui ont du personnel. Il y a des mairies qui ont l'eau en régie qui ont du personnel. Donc il faudra... Oui, c'est horizon 2026, parce que c'est la loi qui aujourd'hui a fixé 2026. Et il n'y a pas, pour l'instant, on n'a pas connaissance d'un report de loi. Donc là, il faudra, si on veut être juste, il faudra que le personnel soit transféré. Parce que le comble du comble serait que les communes gardent le personnel, avec des coûts de fonctionnement qui sont déjà compliqués, et pu avoir les recettes. Et moi, je peux que vous inviter à attirer votre attention, la présidente de syndicat et autres, que au sein de la CLEC, et là je parle sous la gouverne de Michel Erga, on remonte sur les 3 dernières années. Donc si à un moment donné, vous avez un agent qui n'est pas identifié sur un budget annexe de l'eau, si le cas est en régie, lorsqu'il y aura le transfert de personnel et autres, ben, il n'y aura pas de transfert de personnel, il n'est pas identifié sur le budget de l'eau. Donc j'attire votre attention, on est en 2021, bientôt en 2022, le transfert de charge, c'est 2026. Donc si on doit remonter 3 ans à minima en arrière au sein de la CLEC, faites attention d'être dans les clous. Parce que sinon, je le répète, le transfert de charge de la personne ne peut pas se faire. Et donc vous n'aurez plus la recette de l'eau, par exemple, mais vous aurez toujours le personnel. Donc voilà, donc là aussi, regardez comment fonctionne comment ça fonctionne dans vos communes en régie, comment ça fonctionne dans vos syndicats. Voilà, mais tous ces points concernant
ce rapport et ce schéma de mutualisation devront être abordés avant la fin de l'année et dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Et il faudra se poser des questions. Est-ce que quelqu'un veut réagir aussi sur ce point ? Ok, il n'y a pas de vote, c'est un dont acte. Le point suivant concerne la répartition des quotas attribués à la CCE. Donc ce point a été vu, et ce tableau a été vu en réunion des maires régulièrement. Est-ce qu'il rappelle une question? Pas de question? Donc là, par contre, c'est un vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Donc nous voilà arrivés au point numéro 12. Le point numéro 12 concerne justement le rapport de la Chambre régionale des comptes. Donc normalement sur vos tables, vous avez dû trouver une synthèse. Synthèse que je vais reprendre avec vous rapidement. Donc, en matière de compétences et gouvernance, une des premières remarques concerne la mutualisation qui est insuffisante. Donc, je reparle de ce qu'on vient d'évoquer, le SIAU, la maîtrise d'ouvrage délégué, le service informatique, là aussi, il va falloir qu'on tranche. L'assistance diverse de services. Aujourd'hui, ça aussi, c'est pas clair. Donc là, il faut envisager des actions, si on ne veut pas demain être toqué, et ces discussions porteront, comme je l'ai dit, lors du DOB notamment, création d'un service commun payant pour l'informatique, modification statutaire de la MOD, alors ça a été opéré. Donc on a fait en sorte de l'écrire statutairement, parce que ce qui nous était reproché, quelque part, c'était que la MOD n'était pas inscrite dans les statuts, donc on l'a rajouté, maintenant on est dans les clous, et si c'est gratuit, c'est moins grave. Rendre le SIAU payant pour les communes de la CCE. Voilà. Donc en tous les cas, voilà des choses ciblées au niveau compétences gouvernance. Sur la gouvernance, là il s'agit d'une recommandation de la Cour des comptes. La Chambre note une très bonne participation, bureau, commission, des comptes rendus systématiques. La Chambre effectue une observation sur la retranscription des débats dans le PV en notant que la jurisprudence le permet. C'est-à-dire, on avait déjà eu la question, nous, il y a 3-4 ans au Conseil communautaire, peut-être qu'il faudra l'aborder avec ce nouveau Conseil, une bonne fois pour toutes, et être tranquille jusqu'à la fin du mandat. Il y a plusieurs manières de faire des comptes rendus. Donc, soit on fait des comptes rendus comme on les fait aujourd'hui, voilà. Mais la Cour des comptes souhaitait, et on s'était prononcé à l'époque, souhaitait que les interventions de tout le monde sur tous les points soient prises, soient notées, etc. Donc, la dernière fois que le Conseil communautaire avait été interrogé sur ce point, on avait dit on laisse comme c'est très bien et fini. Et donc la Cour des comptes reconnaît que c'est effectivement permis. Et je pense qu'il faudra reavoir ce débat pour ce mandat-là. Et donc la réponse que j'ai faite à la Cour des comptes avec les services, c'était qu'on statuerait sur ce point. Prévention et déchets. Alors là, c'est une thématique qui a été vraiment portée par la Cour des comptes en 2020. Pas que chez nous. Quand ils sont venus chez nous, ils ont voulu regarder ce qui se faisait et chez nous et au Cidélon. Donc, au niveau du plan qu'on a mis en place sur les déchets, ils nous font un rappel à la loi, en disant qu'il faut le modifier et qu'on statue une bonne fois pour toutes de savoir qui a la compétence, le Cidélon ou la communauté de communes. Pourquoi? Parce que, alors, au niveau du Cidélon, qu'est-ce qui s'est passé? On a demandé un plan de ce type-là à l'ADEME, tant qui est
L'ADEME a donné au Cidélon un plan, et les EPCI, membres du Cidélon, on a tous repris le même. On a tous repris le même, et donc la Cour des comptes nous dit que, vu que ça vient du Cidélon et de la réflexion du Cidélon, aujourd'hui, il n'y a pas de compétence. Donc ça, on doit clarifier. Et dans le cadre des actions à envisager, il faut qu'on statue sur ce transfert de compétences et qu'on redéfinisse ce plan avec des nouveaux objectifs quantifiés et phasés. Aujourd'hui, pour la Cour des comptes, les objectifs ne sont pas suffisamment quantifiés et phasés. Alors, au niveau de la caractérisation, donc la caractérisation, c'est un travail ingrat, et je remercie encore les agents qui le font. Donc, ils prennent un certain nombre, ils sortent du camion de collecte des ordures ménagères un certain nombre de sacs. Ils vident tous ces sacs par terre sur le béton au CTE. Ils font un ensemble de tas. Ensuite, ils prennent un de ces tas et ils analysent dedans tout ce qu'il y a dedans. Biodéchets, des choses qui auraient dû aller au tri, des choses qui auraient pu aller à la déchetterie, etc., etc. Donc, la Chambre préconisait d'en faire une de plus, ou d'en faire. Donc, on a répondu qu'on en a fait. Donc, on en a fait plusieurs. Marie-Marthe a été, moi j'ai assisté à une avec les services. Donc là, dernièrement, on en a fait, et c'est ce qu'on a répondu à la Cour des comptes. Au niveau du service de collecte des ordures ménagères, la Chambre préconise d'équiper le service de collecte d'une pesée embarquée, mais c'est qu'une recommandation. Afin de connaître les quantités collectées par commune dans le but d'initier une démarche de performance. Voilà, là, il se mêle un peu de... on parle du pouvoir d'achat de nos habitants. Aujourd'hui, on va passer de 0 à... Donc, dans les actions à envisager, aujourd'hui, la Commission commençait déjà à réfléchir sur un système de stipend. C'est la réponse qui a été faite à la Cour des comptes. En tous les cas, il est aussi à noter que la Chambre n'a pas émis d'observation sur le choix budgétaire du taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à 0. Voilà. Je rappelle que, historiquement, maintenant, depuis quelques années, nos habitants ne payent rien. On correspond, et on est dans le cadre de la loi, on a une taxe, et le taux de cette taxe est à 0. Là-dessus, ils n'ont rien dit, parce que... Sur les zones d'activité économique, alors, il ressort un bilan des zones déficitaires. Pour la Chambre, les zones d'activité économique présentent une situation financière trop déficitaire. Par ailleurs, la Chambre note la présence d'anomalies comptables qui ont depuis été régularisées. Vous vous souvenez qu'ici, on attendait depuis pendant 2 ou 3 ans déjà des jeux d'écriture de la DGFiP. Donc la DGFiP a donné les explications et surtout la manière de procéder, et on en avait parlé, je crois, au mois de juin ou au mois de mai, on avait régularisé enfin les zones de Étangerande et de Cannes, notamment. Donc, eux souhaitent qu'on revoie l'économie générale des zones avec le concessionnaire, donc c'est la Sodeva, établir un avenant au traité pour reconsidérer les prix de vente ou l'aménagement qualitatif des 2 zones artisanales. Ils mettent en avant aussi que le concessionnaire Sodevam ne supporte pas assez les risques économiques et financiers de l'opération et que ces derniers sont supportés par la communauté de communes de Cattenom. Oui, effectivement, aujourd'hui, entre le prix d'achat des terrains, les participations qui doivent être versées à la Sodevam,
on porte, c'est bien ça Michel, on porte quasiment la totalité de l'investissement sur la zone. En tout cas, la totalité du risque. Et donc la Cour des comptes dit que le concessionnaire Sodevam ne supporte pas assez de risques. Alors, si vous voulez bien, moi je peux faire un aparté sur cette thématique. Et pour avoir été président de la Sodevam à un moment donné, pour supporter du risque, il faut des moyens financiers. Aujourd'hui, la Sodevam n'a pas trop de moyens financiers. Et la Sodevam faire des avances de trésorerie, je pense, je ne sais pas, c'est toi Denis hein, qui siège maintenant à la Sodevam, je pense, non, c'est qui? C'est Maurice, c'est toi qui siège, pardon, Maurice. Je croyais que c'était encore Denis. Michel et moi. Ok. Aujourd'hui, la Sodevam n'a pas de moyens financiers pour porter les opérations. Et le vrai problème de la Sodevam est là. Et donc, voilà, en tous les cas, ce qui est proposé, et Michel va reprendre contact avec la Sodevam, c'est de revoir l'économie générale des zones avec le concessionnaire. Établir un avenant au traité pour reconsidérer les prix de vente ou l'aménagement qualitatif des deux zones. Sur la fiabilité des comptes, règlement financier, la Chambre relève l'absence de règlement financier interne à la communauté de communes, retraçant l'ensemble des procédures comptables et le niveau de contrôle. Si ce document interne n'a aucun caractère obligatoire, il permettrait d'inscrire dans un process et au sein de responsabilités définies la chaîne de traitement comptable. Donc l'action à envisager, c'est de rédiger un nouveau règlement comptable. Donc ça, c'est en cours. Mesure d'information des documents budgétaires à destination des administrés. La Chambre a relevé lors de son contrôle quelques insuffisances en matière de communication externe. Les rapports d'orientation budgétaire n'ont pas fait l'objet de mise en ligne systématique sur le site internet communautaire. Donc dès qu'on a vu le retour de la Cour des comptes, on a fait en sorte que ça soit mis sur le site. Bon là, j'appelle la vigilance de l'ensemble des services, mais aussi de vous élus. Allez de temps en temps regarder le site internet et si quelque chose... vous avez le sentiment que quelque chose n'est pas à jour, parce qu'on peut oublier, on peut se tromper, on peut être pris dans le tourbillon des événements communautaires et oublier. Donc n'hésitez pas aussi à interpeller sur cette thématique. Mode de paiement dématérialisé. La Chambre relève l'absence de moyens de paiement dématérialisés pour les usagers. Il s'agit d'un élément de la charte d'engagement réciproque signée entre la DGFiP et la CCE au cours de l'année 2020. Donc, l'action à envisager, il n'y en a qu'une, hein, c'est intégrer ce moyen de paiement au sein des régies communautaires. Si ça peut faciliter et qu'on évite le problème que Marie-Marthe relevait la dernière fois, qu'on a avec nos régies et autres, de petits sacs à les mettre à la poste, que personne recompte les choses, etc., etc., ça pourrait être bien. Alors, sur la régularisation des comptes 21 et 23, là on a un rappel du droit. La Chambre met en exergue le non-transfert des immobilisations corporelles terminées du compte 23 au compte 21 avec le cas échéant les amortissements nécessaires. Donc ça, c'est un travail qui est en cours et c'est un travail très important. On s'est rendu compte il y a déjà plusieurs années, mais dont le problème date d'au moins 2009. Donc c'est une régule qui est en cours. Bon là on a bien avancé sur le sujet. J'ai bon espoir que on ait bientôt remis tout ça à l'axe. Mais je rappelle juste à un moment donné que même à l'échelle de la communauté de communes,
on avait du mal à trouver du personnel dans différents services et en ce qui concerne ce point-là, dans le service finance. Concordance et tenue de l'inventaire. La Chambre effectue un rappel du droit sur cette thématique et demande que l'inventaire fasse l'objet de mise à jour en respectant le principe de concordance des inventaires comptables de l'ordonnateur et du payeur, ainsi que la bonne tenue de l'inventaire physique. Ça, c'est le rappel du droit. Je rappelle que dans vos communes, et là je dis aussi aux nouveaux élus, parce que c'est pas évident, vous devez tenir ces inventaires. Vous devez tenir ces schémas d'amortissement quand vous achetez du matériel ou quand vous faites des travaux. Voilà. Un tuyau d'assainissement, il faut l'amortir sur 40 ans, sur 50 ans. Un tuyau d'eau, enfin, voilà, vous avez pour l'ensemble de ces projets-là, vous avez des dates officielles. Et donc je ne peux que vous encourager à le faire parce que c'est passé un peu à l'ince au niveau de la Comcom, mais quand on se penche chacun dans nos communes, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment tous à jour. Moi j'ai commencé à tourner la tête à Zouf, je l'ai vite remise droite. Voilà, pour vous dire, parce que c'est un travail de fou, il faut du personnel qualifié, et il faut un suivi de tous les instants. Donc, au niveau de la Comcom, en tous les cas, on a mis un plan d'action pour régulariser tout ça. Ouverture de compte au Trésor pour les budgets annexes de services publics, industriels et commerciaux. La Chambre rappelle l'obligation d'ouvrir des comptes propres pour les budgets annexes assainissement, SPAN, bois, énergie. Donc là, ils nous ont fait un rappel du droit. Donc on a fait des demandes d'ouverture de ces comptes auprès de la DGFiP. Alors ça va poser des problèmes, entre guillemets. Ça veut dire que, par exemple, je prends le budget du bois. Aujourd'hui, le budget du bois, on s'est doté de matériel, parce qu'on savait que demain, il va y avoir la chaufferie de la piscine, parce que la commune de Cattenom est peut-être susceptible de venir acheter du bois, elle ou la société qui a son marché. Seulement pour l'instant, il n'y a qu'une commune qui achète du bois. Et très peu en quantité. Comment vous voulez équilibrer un budget comme ça? C'est très compliqué. Donc forcément, quand on les avait dans plus liés avec le budget général, c'était un peu plus simple. Ça voudra dire qu'il faudra prendre des décisions communautaires pour apporter une subvention d'équilibre au budget concerné. C'est bien ça, Olivier, ou pas? Ou je dis une connerie en disant ça? Je préférais que vous dites que je ne dis pas de conneries. Non, Président, vous ne dites pas de bêtises. Mais Non, mais pour ouvrir un compte DFTNet, ça ne peut ne pas se faire qu'à la date du 1er janvier. C'est du ressort du payeur et pas forcément de l'ordonnateur. L'ordonnateur, il va juste en faire l'amende. Ne me demandez pas pourquoi c'est passé à l'as sur des budgets annexes assainissement depuis 2009. J'ignore, j'ai pas l'antériorité de la chose, et donc il va falloir le faire, et on a demandé à le faire avec le payeur pour le 1er janvier 2022. Voilà. Et il faut que les budgets soient excédentaires, sinon il faudra envisager un système correctif. Bon voilà, en tous les cas, les demandes sont faites auprès de la DGFiP. On a le rattachement des charges et des produits non réalisés jusqu'en 2019. Lors de son contrôle, la Chambre relève que la communauté de communes n'a pas réalisé de rattachement des charges et des produits sur les exercices comptes antérieurs à 2019. Mais la Chambre constate que cette obligation est désormais satisfaite. C'est-à-dire que le travail avait été identifié, mais que le travail entre le moment où eux ont commencé leur contrôle et la fin de leur contrôle, on s'était remis dans les clous. Et donc là, nous sommes en train de terminer le rattachement réalisé en 2020. Mandatement des intérêts moratoires. La Chambre constate que les intérêts moratoires qui doivent être versés aux fournisseurs lors du dépassement du délai global de paiement
n'ont pas toujours été effectuées. Donc là, l'action, c'est établir une procédure systématique en lien avec le comptable public pour respecter cette obligation. Donc ça, c'est en cours. Oui, Benoît. Juste une question, est-ce que la Chambre ne préconise pas non plus le versement d'intérêts moratoires par la trésorerie quand elle perd certains mandatements qui sont mis de côté pendant des semaines, on ne sait pas pourquoi, ou qu'il faut le refaire 3 fois, on ne sait pas pourquoi non plus, ou que les dépenses d'investissement doivent bientôt être mandatées avant fin octobre pour qu'ils aient novembre et décembre pour finir l'année tranquillement. Donc c'était juste une question qu'il faudrait peut-être poser à la Chambre pour avoir une réponse sur ça. Ou quand l'affiche, notamment pour le salaire des gens, est prévue le 27 et que le 28, c'est toujours pas sur leur compte. Mais qu'il fallait le mandater avant le 14. On est d'accord, mais là, on revient aux problématiques de l'État. On a de moins en moins de monde dans la perception. La preuve, c'est qu'ils vont continuer à supprimer quelques postes, et quitte à venir mettre quelqu'un qui va être polyvalent chez nous, et qui va pouvoir tourner de commune en commune. Mais là aussi, je pense qu'il faut réagir, il faut s'exprimer, on ne doit pas laisser filer les services publics tels que la perception et autres. On est tous responsables de ça. Il n'y en a pas un qui la ramène. Voilà. Et donc là, je pense qu'il faut être vigilant. Parce que si on continue, on va à laisser courir les choses et à faire l'autruche, je veux dire, bientôt, il n'y aura plus rien. Et plus rien du tout. Et quand je dis plus rien du tout, c'est pas le fait qu'il y a un maire, qu'il n'y ait pas de maire, non. C'est des services aux habitants. Il n'y a plus personne qui voudra prendre une régie, il n'y aura plus personne à la perception. Enfin, allons-y, quoi. Allons-y gaiement. Clôture des opérations sous mandat. La communauté de communes pratique beaucoup d'opérations sous mandat pour le compte de ses communes, notamment en matière de voirie et d'airain. D'anciennes pratiques conduisaient au non-équilibre de ces dernières, ce qui chantait un peu la procédure comptable. Donc là, eh ben, on va effectuer les régularisations qui s'imposent sur des services anciens. Il convient de noter que la communauté de communes satisfait à ces règles depuis 2015. Donc c'était des choses antérieures. Provisionnement des risques. La Chambre rappelle à l'ordonnateur l'obligation d'effectuer des provisions budgétaires pour risques, contentieux par exemple. Si les excédents budgétaires importants de la CCE peuvent facilement être mobilisés pour y faire face, la pratique de la provision est nécessaire dans le cadre d'une gestion comptable orthodoxe. Jusqu'à présent, on a toujours fait un choix de ne pas bloquer, parce que quelque part, ça veut dire quoi? Vous avez une ligne budgétaire, vous disiez j'ai 100 000 € de risque, et vous bloquez 100 000 €. Voilà. Si jamais il y a quelqu'un qui vous fait un recours. Nous, on s'est toujours dit qu'avec les excédents qu'on dégageait, si demain il y avait un risque, on était en capacité de l'assumer. Voilà. Mais là aussi, ce genre de choses, on devrait l'avoir dans nos communes. Et dans nos petites communes où on n'a déjà pas beaucoup de trésorerie, dire, quand on fait des travaux ou des choses de ce type-là, je vais bloquer 10 000, je vais bloquer 20 000 si j'ai un risque, eh bien c'est 10 ou 20 000 qui partent de l'investissement, qui donnent moins de travail aux entreprises et qui vous permettent de réaliser moins de choses. Parce que pour un, aujourd'hui, on arrive encore à avoir 3 avec les subventions. Quand on engage 1 €, on arrive à en avoir 3. Donc voilà. Donc, à l'échelle de la Comcom, bon, les sommes qu'on va mettre, on va les afficher, et puis c'est tout. Mais voilà. Mais moi, j'attire aussi votre attention au niveau des communes. Donc, on va inscrire systématiquement au budget primitif la provision des risques. Donc, en tous les cas, on était un jour sur le BP 2020 et 2021. Taux d'exécution des dépenses d'investissement faible. Alors là, à mon avis, ils commencent à se mêler d'un point qui ne les regarde pas.
C'est-à-dire que la Chambre constate que le taux d'exécution des dépenses d'équipement est faible sur le budget principal, environ 50%. Ce faible taux de réalisation résulte du report de nombreux projets, du décalage lié aux procédures de marché public. Je pense à l'AP2 par exemple, tout le monde avait en tête l'AP1, l'AP2, l'AP3 ici, hein, l'enfouissement des réseaux, etc. etc. Ce n'est pas des projets qui sont sur 6 mois. Et donc, comme l'aire d'accueil des gens du voyage, oui, mais enfin la Cour des comptes, eux font ce qu'ils ont à faire, et nous, élus, on fait de la politique. Et quand on fait ça dans le budget, c'est aussi pour faire passer un message aux gens, pour leur dire c'est en cours, ça va se faire. Donc, les actions à envisager, c'est inscrire avec plus de prudence les opérations d'investissement, mais moi je vous propose de rien changer. Je veux dire, nous on fait de la politique et la Cour des comptes a qu'à juste regarder si ce qu'on fait c'est légal ou pas légal. Voilà, parce qu'à un moment donné, ça commence à suffire. Comme le point suivant, c'est le recours à l'emprunt. On se fait engueuler parce qu'on emprunte, alors qu'on a de forts excédents. Mais à un moment donné, on a voulu, rappelez-vous, et donc ça c'est des choix politiques, on a voulu dire on fait de la voirie, mais pour pas bloquer tous les autres budgets. Pourquoi demain on doit bloquer la culture? Pourquoi demain on doit bloquer le sport? Pourquoi on doit bloquer d'autres investissements? Parce qu'on fait de la voirie. Donc on a identifié des emprunts, en lien par exemple avec ces gros chantiers de voirie, des emprunts qu'on rembourse sur la durée d'amortissement, entre guillemets, de la voirie ou du réseau d'assainissement. Donc là, je dirais que, quelque part, ils nous reprochent d'avoir profité d'une période où les taux d'emprunt étaient faibles, d'avoir emprunté. Moi, je dis juste que là, ils se mêlent de... ils n'ont qu'à se mêler de ce qu'ils veulent. En tous les cas, nous, on fait de la politique. Voilà. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on pourra en discuter au moment du débat d'orientation budgétaire. Mais moi, je pense qu'il ne faut rien changer sur cette thématique-là. Et si vous en êtes d'accord, je suis prêt à l'assumer. Au niveau de la commission locale d'évaluation des charges transférées, la Chambre relève que la CLEC a été régulièrement convoquée et que les attributions de compensation ont été mises à jour régulièrement. Hausse des charges de gestion. La Chambre relève une hausse des charges de gestion qui concerne principalement le 012, charges de personnel. Okay. Cette hausse est à mettre en relation avec l'exercice de compétences en régie. La piscine. Ah oui, quand vous prenez la piscine en régie, votre 012, d'une année sur l'autre, vous avez 12 personnes en plus, à peu près. Quand vous prenez le SIAU, vous avez 4-5 personnes en plus. Quand vous prenez la compétence GEMAPI, vous avez un agent en plus, etc., etc. Quand vous voulez faire des politiques d'insertion, et faire un chantier d'insertion, il faut mettre un encadrement autour. Donc, à un moment donné, là aussi... ok, décemment, je dirais, ok, limiter les nouvelles embauches. D'accord, mais ça ne veut rien dire, ça. Et enfin, le dernier point, c'est le point que j'ai régulièrement évoqué avec vous, et qui était, à mon sens, aussi, au moment où on l'a fait, un choix politique. Donc, ils actent le fait qu'au niveau du budget de la petite Carcassonne, on avait un déficit de 525 000 € environ. Voilà, en gros, et j'ai voulu vraiment revenir dans le détail parce que pour moi, c'est quelque chose d'important. Et je veux que ça soit clair et qu'il n'y ait pas d'arrière-pensée sur la transparence de la chose. Après, moi, je peux vous donner mon avis sur ce point. Sur tous les points qui ont été contrôlés, ce qui reste, en réalité, c'est très peu. Si vous comptez bien, c'est 7, 8, 9 remarques. Si on enlève les machins du genre, le SIAU doit être payant, le machin, enfin, voilà. Vous
vous ne devez plus faire d'emprunt. Donc les remarques qui ont fait état de rappel à la loi ou de recadrer dans le machin, elles sont de l'ordre de 7-8 grand maximum. Et sur l'ensemble des choses qui ont été contrôlées, je peux vous assurer que c'est peanuts. Et je profite de ce moment-là pour remercier encore une fois Olivier et au chef de pôle présent de retranscrire toutes nos félicitations aux services qui suivent ces dossiers. Parce que malgré tout, moi je reste convaincu que c'est vraiment peanuts. Voilà, est-ce que quelqu'un veut réagir sur ce point ? Pas de réaction? Ben écoutez, je vous remercie. On prend acte de ce rapport. Le point 13 concerne la signature d'un protocole transactionnel portant indemnisation à l'entreprise Lorraine Toiture à Rethel. Vous avez vu dans la presse, vous avez vu partout, et là, on est en plein dedans. Aujourd'hui, les matériaux, le prix des matériaux s'est envolé. C'est envolé à une grande vitesse. Et sur ce dossier en particulier, on est en train de parler du bois de charpente. Et donc, on a un surcoût qui est occasionné. Et moi, je vous propose de prendre à 80% le surcoût de ces matériaux. Ça n'handicapera pas la communauté de communes. C'est une petite entreprise de Rethel. Quand on fait de l'aide et au développement économique ou autre, voilà, là on sait qu'on est sur le terrain, on est dans le concret. On est sûr que l'aide, là, est bien utilisée. On peut avoir et se poser des questions sur d'autres aides qu'on a pu donner au pire moment de la crise. Mais là, on est, à mon sens, vraiment sur quelque chose. Sinon, l'entreprise, je crois, va décliner le marché de mémoire. Elle va le dénoncer, disant qu'elle ne pourra pas le tenir. Enfin, on risque de la mettre en grande difficulté. C'est pas de sa faute si le Covid a fait que les matériaux sont partis en sucette dans tous les sens. Bon, je sais qu'il y a certains qui étaient artisans dans des vies passées, ils connaissent les difficultés de fonctionnement des petites entreprises. Bon, en tous les cas, je vous propose ce soir qu'on prenne ce surcoût à notre charge à hauteur de 80%. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez peut-être vous exprimer sur ce point? Oui, Président, juste un mot. C'est une entreprise qui... c'est pas de sa faute si le poids a tellement augmenté. Oui, ce n'est pas de sa faute si le bois a tellement augmenté. Et en plus de ça, si on ne va pas dans ce sens-là, on risque de payer, on va remettre le marché en route et on risque encore de payer plus cher par la suite. C'est même quasiment sûr. Tu as raison de rappeler ça, c'est que non seulement si on n'y va pas, donc l'entreprise va décliner le marché, alors on va perdre le temps de reconsulter, et le résultat du marché, avec la hausse des matériaux, on risque pas de la prendre à 80%, mais à 100%. Bernard, tu voulais intervenir dessus? Je vois avec le micro. Ah non, c'était... Ok, est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Tu les avais rencontrés, toi, je crois, hein, avec les services. Oui. Pas de remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bernard, à toi la parole.
la prise de micro. Pour le point 14. Le point 14 concerne la décision modificative numéro 2 du budget assainissement collectif pour l'exercice en concours. Donc vous avez le total des dépenses et des recettes en section de fonctionnement et d'investissement. Et donc c'est bien, par rapport à la page 38, c'est bien la décision modificative numéro 2. Il y a une petite coquille, c'est pas le numéro 1, mais c'est bien le numéro 2, qui s'équilibre en dépenses et en recettes de fonctionnement à hauteur de 78 328 €. Alors, cette section de fonctionnement s'explique par des dépenses de crédits supplémentaires pour le réajustement des dépenses d'électricité des stations d'épuration, des prestations de curage des réseaux et de la réalisation d'eau de surveillance ou à la constitution du montant des provisions suite au risque de recettes irrécouvrables. Ça vous parle quelque chose de la chaîne des comptes. Les recettes, c'est des attributions de recettes relatives à la participation au financement de l'assainissement collectif en hausse par rapport à la prévision de budget primitif. Donc on équilibre effectivement entre les dépenses et les recettes en fonctionnement. Pour la section d'investissement, ce sont des réajustements de 2 postes de dépenses. Donc, considérant ces exposés, après avis favorable du bureau communautaire le 14 septembre, il vous est demandé donc d'approuver la motivation telle que présentée, d'approuver la DM numéro 2, qui modifie les comptes du budget annexe assainissement pour l'année 2021, et d'autoriser le président ou son représentant pour signer les documents nécessaires à l'exécution de cette présente délibération. Est-ce que vous avez des questions sur ce point, sur cette DM? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Le point 15 concerne l'objet de la décision modificative numéro 3 au budget principal sur l'exercice en cours. Donc je vous fais grâce aussi des délibérations que l'on a déjà prises. Vous avez le tableau de fonctionnement en dépenses et en recettes, ainsi que évidemment la section d'investissement. Donc cette décision modificative s'équilibre en dépenses et en recettes en section de fonctionnement à hauteur de 129 664 € et à hauteur de 313 510 € en section d'investissement. L'explication de la section de dépenses de fonctionnement, c'est des inscriptions de crédits supplémentaires dans le but d'augmenter les crédits pour la manifestation lumière-hiver, pour l'étude RGPD, pour le réajustement du montant d'adaptation aux amortissements et pour la constitution de provisions dans le cadre de créances irrécouvrables. Mois précédent aussi, la Cour des comptes. Recettes d'inscription, recettes provenant de la valorisation des déchets. Merci à Marie-Marthe. Section d'investissement au niveau des dépenses et l'inscription de crédits supplémentaires dont le but est d'inscrire des dépenses liées aux travaux d'extinction du réseau d'eau pour l'acquisition de vague à l'eau, la déchetterie et Tangerand, notamment la mise en sécurité, pour ajuster le montant de l'infrastructure informatique pour le versement de subventions en cas d'acquisition de vélos à assistance électrique. Marie-Marthe. Et d'inscrire des dépenses supplémentaires pour les travaux de voirie réalisés en maîtrise d'ouvrage délégué. Pour les recettes, donc inscription de recettes supplémentaires en maîtrise d'ouvrage délégué pour les travaux de voirie pour réajuster les montants de la dotation d'amortissement suite à des régulations. Donc, concernant ces exposés, il vous est demandé, après avis favorable du bureau communautaire du 14 septembre, d'approuver la ventilation telle que présentée, d'approuver cette décision modificative numéro 3, qui modifie les comptes du budget général pour l'année 2021, et d'autoriser le président ou son représentant donc à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de cette présente délibération. Des questions, des remarques? Alors, pas de questions. Bon, Marie-Marthe, moi je trouve qu'il est injuste parce qu'il n'a pas balancé lumière d'hiver. Enfin, où c'est quand même presque 40 000 € de régule. Donc voilà, donc monsieur a ses chouchous. Quand on est vice-présidente du département, on a des avantages vraisemblablement. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. On peut voter qui est contre, qui s'abstient. Merci. On vous donne plus que la lumière, n'est-ce pas, Rachel? Le point 16 concerne la constitution de provisions pour dépréciation d'actifs circulants. Donc, budget principal et budget annexe d'assainissement collectif. Donc, je vous fais grâce, je dirais, des codes des articles
En fait, on a deux instructions budgétaires sur la comptabilité M14 et sur le budget M49, sur le budget assainissement. Et donc la provision doit être constituée lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers risque d'être compromis. Donc on est encore une fois sur des choses que la Cour des comptes nous a signalées. Et considérant que la constatation d'une provision pour dépréciation du compte de tiers a donné une image fidèle et sincère de la fonctionnement, considérant que ce type de provision s'inscrit aux dépenses de fonctionnement au chapitre 68, notamment le 68-17, et considérant les adresses à recouvrer relatives au budget principal et au budget assainissement collectif, transmis par le mode public et correspondant à des créances non recouvrées depuis plus de 2 ans. Donc il convient de constituer des provisions, comme indiqué au tableau ci-dessus. Je fais grâce des différents tableaux et leurs montants. Et ces provisions pourront faire l'objet d'une reprise au compte 78-17 si les créances sont éteintes ou admises en valeur, ou si elles sont totalement ou partiellement recouvrées. Et cette reprise devra faire l'objet d'une délibération. Donc après avis favorable du bureau communautaire du 14 septembre, il est demandé de constituer une provision pour risques et charges relatives à la dépréciation d'actifs circulants au budget principal de la commune, donc pour un montant de 1 954 €, et de constituer une provision pour les risques et charges relatives à la dépréciation d'actifs circulants au budget annexe assainissement collectif de la commune pour un montant total de 15 728 €. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Bon, moi, comme d'autres, si je bloque toutes ces provisions au budget de Douben, j'ai plus de budget. Voilà. Est-ce que, si personne ne s'exprime, on peut passer au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc le point 17 concerne l'attribution de fonds concours communautaires. Donc je fais grâce des délibérations et des avenants passés. Donc considérant le dépôt et l'analyse des différents dossiers, les dossiers conformes aux conditions d'éligibilité et complets sont recensés dans le tableau. Donc ça concerne la commune de Kempfen sur des constructions de locaux associatifs d'une cible commerciale. Donc le montant du fonds de compensation, du fonds de concours, est de 44 969,66 €. Une délibération concordante pour chaque dossier adopté par le conseil communautaire et la commune dépositaire, donc la commune de Kempfen. Donc, considérant exposé, un préavis favorable du bureau communautaire du 14 septembre, il demande au conseil communautaire de valider l'attribution des fonds concours communautaires pour la commune donc de Kempfen et d'autoriser le président ou son représentant à signer une notification relative à ce fonds de concours et d'accomplir les démarches nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Voilà, vous avez été relancé aussi au niveau de vos communes pour bien vous rappeler qu'il faut que les dossiers arrivent avant le 30 novembre. C'est ça. Voilà, donc n'oubliez pas. Est-ce que sur ce rapport, je crois qu'il n'y a pas à tergiverser, donc on va passer au vote directement. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 18 concerne la modification de base minimum de la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2022, qu'on appelle la CFE. Donc, vu les différentes lois de finances, le Code général des impôts, le pacte financier qu'on a signé donc, pour la période 2021-2026 par délibération du Conseil, on considère que la cotisation foncière des entreprises est assise sur la valeur locative foncière des biens, dont les redevables disposent pour leur activité. Et cette valeur locative est faible ou nulle, par exemple lorsque le local est utilisé par le redevable à une faible surface ou fait partie de son habitation personnelle. Alors, je vous donne un exemple, j'étais auto-entrepreneur il y a quelques années, mon siège était à mon domicile, sauf que j'exerçais pas mon domicile, j'allais faire des formations dans des lycées professionnels, au lycée La Palanche, etc. Donc considérer ma CFE sur une habitation, c'était effectivement quelque chose qui n'était pas possible. Donc on a effectivement une possibilité par rapport à ça de fixer une base minimum avec une délibération de l'organe délibérant dans les lignes prévues à l'article 1647D du Code général des impôts. Donc considérant que les bases 2020 de la CFE de la CCE s'élèvent à 69 048 859 € et sont dominées sur les bases notamment du CNPE de Cattenom, qui représente en fait 97% des bases totales de la commune. Et considérant qu'il y a 674 entreprises qui ont été assujetties au cadre de cotisation minimale sur le territoire en 2020, elles représentent en fait
75% des redevables, mais 0,70% des bases totales de CFE. Et donc aussi, afin de neutraliser l'impact de la réactualisation des bases sur l'inflation prévisionnelle de l'ordre 1 à 2% pour les redevables, imposer à la base minimum dans un contexte économique toujours difficile et proposer au Conseil communautaire de fixer les bases minimales suivantes. Et donc en fonction du chiffre d'affaires, vous voyez qu'on a voté un montant minimum en 2021, donc là ce que vous avez proposé c'est le même montant sur la base minimum proposée pour 2022. Donc, je ne vais pas détailler en tout cas ce tableau. Considérant la proposition du président dans le cadre de la mise en place du pacte fiscal et financier, il étudie la possibilité de modifier les bases minimum CFE, ainsi que la fiscalité d'entreprise qui reste modérée pour les PME, considérant l'augmentation du taux de CFE acte 2021 s'élevant à 26,45%, on sera à 26,22% en 2020, enfin en été, à 2020. Considérant cet exposé, donc après favorable du bureau communautaire en date du 14 septembre, il vous est demandé de fixer pour l'année 2022 le montant de chacune des bases selon le tableau que vous avez et d'autoriser le président ou son représentant à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Voilà, si quelque part c'est de maintenir ce qu'il y avait l'année dernière et de pas bouger quoi que ce soit. Est-ce que vous avez des questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je passe la parole à Michel Erga, qui nous avait demandé de l'excuser de son retard, étant donné qu'il a été témoin d'un accident en arrivant. Merci Mme Carré, vous avez la porte d'arrivée des secours. Oui, le point suivant concerne la modification du pacte d'actionnaires et la répartition des actions lors de la création de la société Capéol, qui est une société d'économie mixte que nous souhaitons créer avec la société NG Green pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien sur les communes de Rochonvillers, Échange et Volmerongigny. Au cours de nos différents échanges, il est apparu qu'il serait sûr, en tout cas plus sûr, lors de la phase préparatoire et lors des phases travaux, que la répartition de l'actionnariat soit 51% NJ et 49% des communes de Capéol. Étant acté dès maintenant que dès le moment où le parc éolien rentre en phase d'exploitation, il y a une rétrocession des actions d'NJ vers la communauté de communes pour que la répartition des actions revienne à 50-50 avec une présidence assurée obligatoirement par un élu communautaire. Donc, sur le fonctionnement après la phase travaux, au moment de l'exploitation, on revient à ce qui était initialement prévu. Ce qu'on vous propose ce soir, c'est simplement, entre maintenant et l'entrée en exploitation, modifier la répartition d'actionnariat à 51-49 pour que la société soit majoritairement une société de droit privé et qu'elle ne soit pas une société, qu'elle ne soit pas considérée comme une société de droit public. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Si vous n'avez pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Je vais passer, moi, la parole à Marie-Marc Butagupta, que moi, je vais caresser dans le sens du poil, même si l'histoire des vélos, là, nous coûte beaucoup de sous, mais à 48 heures d'aller lui rendre visite sur son lieu de travail, je préfère être bien avec elle. Donc moi je vais vous présenter le deuxième rapport du CIDELON, deuxième rapport annuel en un an, ce qui est quand même pas banal, tout simplement parce que le rapport 2019 avait pris du retard et je l'ai présenté au printemps dernier, et là on a le rapport 2020. Alors je vais être assez brève, à la demande de Denis, mais aussi parce qu'on ne peut pas tirer grand-chose du rapport 2020, puisqu'il ne nous a pas échappé qu'avec la pandémie, ça a modifié complètement les habitudes de consommation et évidemment de production de déchets. Les deux confinements ont fait que nombre de repas ont été pris à domicile. Il y a eu des livraisons de produits de consommation à domicile également. Les déchetteries ont été fermées plusieurs semaines, mais par contre, les produits apportés en déchetterie ont été rattrapés, si je puis dire, parce que nombre de gens ont fait un grand tri, ont profité de ces confinements pour faire un grand tri dans leur maison. Enfin bref, on ne pourra pas en dire grand-chose, et d'autant plus qu'il y a eu l'extension des consignes de tri au 1er septembre 2020,
qui a à la fois augmenté les recyclables captés de 10%, ce qui est donc important, ne serait-ce que sur 3 mois de l'année pour la communauté de communes, mais les autres EPCI avaient commencé avant pour 2 d'entre elles. Et d'autre part, ça a entraîné des modifications du tri, avec notamment un effet d'entraînement, probablement, un plus grand ramassage du verre. Donc sans doute que les bonnes habitudes qu'il avait prises pour le recyclable ont été décalquées sur le verre. Alors ce qui est plus intéressant sans doute, c'est de parler finances, puisque donc les tonnages, je vous l'ai dit, sont difficilement interprétables. Question finance, le coût du ramassage, du transport et de la collecte et de transport et traitement des ordures ménagères, parce que c'est ce qui ressort du CIDELON, a augmenté de 18%, puisqu'il y a eu en plus de nouveaux marchés passés à partir du 1er janvier 2020. Et ça, c'est hors TGAP. Vous savez que la TGAP, taxe générale sur les activités polluantes, augmente considérablement, allant quadrupler en 5 ans. Donc, vous penserez à cette augmentation considérable au moment du débat d'orientation budgétaire. Concernant les recyclables, le prix a également augmenté de 10%, mais suite à la passation de nouveaux marchés, à l'extension des consignes de tri. Et par ailleurs, les recettes ont diminué. Par exemple, pour le papier, et là ça suit une diminution bien antérieure à la crise sanitaire, qui est la moindre utilisation de papier avec le numérique. Le cours du papier a été divisé par 2 en 2020 par rapport à 2019. Concernant le carton, la collecte bien sûr été impactée par la crise sanitaire, mais l'activité économique ralentie a fait que la demande a également nettement diminué, et le prix du carton, la recette du carton a par exemple diminué de 42 € à 7 € la tonne, donc une diminution considérable. Voilà, donc pour avoir une idée valable des évolutions en matière de transport et de traitement des déchets, il faudra attendre sans doute 2022, puisque 2021 est encore impacté avec encore du télétravail et un ralentissement économique. Et en 2022, on aura sans doute, ce sera l'année d'application de la collecte des biodéchets, donc, qui représente un fort volume, puisque au moins 30% en poids. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire sur ce rapport. Merci Marina. Moi je voulais parler parce que je sais aujourd'hui que la Commission réfléchit sur différentes pistes et autres, et notamment la problématique du biodéchet. Aujourd'hui, il faut juste qu'on trouve la filière pour le biodéchet. Aujourd'hui, on n'a pas la filière du biodéchet. Le CIDELON, dans le cadre de sa réflexion globale, devait travailler avec le CIDEM et autres sur la construction d'un centre de tri et sur l'échange de flux et d'envoyer les biodéchets au niveau du méthaniseur du CIDEM. Donc aujourd'hui, comme tous ces dossiers sont un peu en attente et en grande discussion, où je peux vous assurer qu'on rencontre régulièrement le CIDEM, qu'on rencontre aussi François Grosdidier, président de Metz Métropole, mais qui a son satellite qui s'appelle Aganis, qui vient de construire et d'agrandir son centre de tri. Donc voilà, aujourd'hui, un ensemble de discussions sont reprises entre tout le monde et entre tous les acteurs, parce que la finalité, c'est le coût à l'habitant. Donc des fois, je peux comprendre l'impatience de la Commission de vouloir foncer sur le biodéchet, ça a été fait ailleurs. Je ne m'exprimerai pas sur la finalité du traitement, mais en tous les cas, je vous déconseille pour l'instant de vouloir foncer trop vite. On n'a pas la filière. Dès qu'on a la filière, allons-y. Au contraire, il faudra qu'on fasse des tests. Il faudra qu'on ait une idée de savoir comment on va collecter ces biodéchets. Sur du porte-à-porte, dans un petit compteur, enfin, peu importe. Oui, il faut qu'on avance sur le dossier, mais là, c'est, à mon sens, prématuré, parce qu'on n'a pas la filière en sorte. Voilà, mais en tous les cas,
du côté du Cidélon, on essaye de la trouver. Thionville-Port-de-France est déjà engagé dans cette démarche-là. Nous allons attendre d'avoir la filière neige. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer sur ce compte-rendu de rapport? Non. Bon, acte, merci. Je vais passer la parole à Benoît. Au dernier. C'est pas moi, Benoît. Non, je crois que tu as marre le micro. Ah, oui. Tu sais, Bernard fait la pluie et le beau temps ici. Peut-être qu'il a coupé la sono. Donc pour le dernier point, concernant la reprise des réseaux d'eau usée pluviale dans le lotissement Ehrenfeld à Brest-en-Flagrande. Donc considérant la procédure de reprise des réseaux d'assainissement et d'eau pluviale et la fourniture des éléments techniques au service de la communauté de communes, et considérant l'avis favorable de la commission eau, assainissement et GEMAPI du 15 septembre 2021 et l'avis du bureau communautaire du 21 septembre 2021, il est demandé au conseil communautaire d'accepter la reprise et l'intégration dans le patrimoine communautaire de l'extension des réseaux d'assainissement et d'eau pluviale du lotissement le Ehrenfeld à Brest-en-Flagrande et d'autoriser le président ou son représentant à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Alors, on est dans la démarche habituelle, un lotissement est terminé, on fait les contrôles nécessaires à travers des contrôles par caméra et autres, tout est dans les clous. Ensuite, la communauté de communes reprend le réseau. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? Pas de questions. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? On comprend pourquoi. Monsieur le maire de Brest-en-Flagrande. Donc ce rapport est accepté à l'unanimité. Avant de clôturer ce conseil, je vais passer la parole à la protégée du vice-président aux finances, Madame la conseillère départementale, vice-présidente de surcroît. Merci Michel, pas de jalousie, parce qu'en fait ce soir je suis venue, j'ai un cadeau pour chaque commune, donc je ne suis pas comme ça moi. J'attire juste votre attention 2 minutes, ne vous sauvez pas, passez me voir, parce que j'ai pour chacune des communes, comme je le disais, un drapeau qui vous est remis, offert par le département de la Moselle, pour commémorer les cérémonies le mois en fait de commémoration des lauréats qui ont été Moselle déracinée, pardon, ça y est, je vais retrouver le fil. Donc pour mémoire, c'était 400 000 Mosellans qui ont été évacués en 1940 et accueillis dans différents départements français. Donc on a lancé officiellement à la Foire internationale de Metz samedi, vendredi, lors de l'ouverture, les festivités qui vont se poursuivre jusqu'au week-end du 30-31 octobre, où il va y avoir un grand spectacle au Galaxy sur 2 jours avec des artistes, les choristes, etc. Et donc je vous offre ce drapeau, je vais vous le montrer. Ça c'est celui de Zouftienne. Je te le déplierai. Non, replierai. Je te le replierai et donc je vous en offre un pour chaque commune et je vous invite à le mettre. Je vous invite à le mettre sur le fronton de vos communes où là vous avez de quoi l'exposer et je vous en remercie par avance. Et merci Michel de m'avoir laissé la parole et l'occasion de faire ma distribution d'une pierre 20 coups. Voilà, merci. Voilà. Donc pour lui faciliter la vie, si vous allez tous là, à sa rencontre, elle va vous donner l'enveloppe de votre commune. Oui, c'est ça. Hein, c'est bien ça. Bon, en tous les cas, je vous remercie encore de ce conseil communautaire. C'était pas simple. Il y avait une paire de rapports qui étaient peut-être longs, qui étaient peut-être techniques.
Si j'osais, je dirais qu'ils étaient peut-être chiants, mais en tous les cas, il fallait les passer. Encore merci. Et puis, je vous donne rendez-vous pour le premier moment de convivialité à la communauté de communes pour ceux qui ont pensé à s'inscrire. Merci.